Autre question, s'il vous plaît. La date de la marche. C'est 1er mai à Poche-sur-Mer, arrivé à Paris 30 juin, et je crois qu'il y a 2 jours supplémentaires pour aller à Bruxelles. Bah, d'accord. La marche des cobayes. La marche des cobayes. On finit par se demander si on est dans un état de droit ou dans une république bananière ici. On est en dictature, oui, carrément. Oui, tout à fait. Tout à fait. La République bananière, Faut dire le mot. je dis d'ailleurs à un tribunal Arrêtez d'avoir peur. un jour, il y a quelques années, si vous voulez, je peux continuer à plaider en allemand. Ça ne me dérange pas devant des Oberstumpfer. Oui, je suis adhérente donc, à Fréquence Santé et j'aurais aimé avoir une réponse pour savoir si on peut argumenter avec le fait qu'il s'agit quand même de notre domicile, c'est-à-dire d'un lieu qui est normalement inviolable, où nous sommes vraiment chez nous. Et si cela peut passer en droit, puisque nous avons sur cette base refusé chez nous, par exemple, le compteur Veolia, puisque le compteur radio relevé Veolia, bon, nous refusons également le Linky, raison pour laquelle nous sommes là, et nous avons envoyé une plainte à la CNIL concernant le compteur radio relevé, plainte où nous parlions d'abord de notre domicile, où nous disions bon, nous refusons parce que nous sommes tout simplement chez nous et que chez nous, nous ne voulons pas de cela. Eh bien, cette plainte est restée absolument sans réponse depuis 3 ans. Nous avons essayé de la relancer, jamais la CNIL ne s'est donné l'occasion de nous répondre. Et nous avons évidemment un numéro de plainte. Quand nous avons appelé la CNIL pour savoir quelle réponse il comptait donner à notre plainte, nous avons eu quelqu'un qui nous a dit « Ah bon, on n'a pas le temps de la traiter, bon, sur le site vous trouverez sûrement une réponse, mais est-ce que vous savez qu'en ce moment, Enedis est en train d'installer des compteurs qui sont vraiment très 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 bien, et je vous assure, ils sont complètement inoffensifs. Il faut absolument que vous vous renseigniez là-dessus. Vous voyez, le Linky c'est drôlement bien, et je vous assure que c'est une personne responsable de la CNIL qui nous a fait cette réponse à notre plainte concernant l'installation de Veolia à notre domicile. Et en fait, nous voulions une réponse sur la question du domicile. Donc, la question que je me pose concrètement, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas là une piste de droit on va dire, à investiguer la question du domicile? Ça dépend si le compteur est dans la maison ou à l'extérieur. Oui, bien entendu, là, chez nous, par exemple, bon, il se trouve que le compteur de Veolia qui n'est pas Veolia, puisque nous ne les avons pas laissés rentrer, le compteur d'eau est à l'intérieur. Le compteur électrique est dans l'enceinte de la maison, puisque étant dans le mur de la maison. Donc il n'a pas le droit, théoriquement. Oui, mais on va dire que cette question du domicile, dans laquelle on n'a pas le droit d'amener quelque chose, à partir du moment où on ne veut pas, est-ce qu'on ne peut pas l'étendre également à ce qui n'est pas matériel, c'est-à-dire les ondes? Parce que précisément, il s'agit là de nos domiciles, et à partir du moment où on n'y met pas un objet concret, parce que malgré tout, nous sommes tous un petit peu biologiquement, forcément, en retard par rapport à toutes ces technologies qui se développent, nous avons tendance à considérer qu'à partir du moment où on ne vous oblige pas à avoir un objet chez vous, on ne vous oblige à rien. Mais en fait, actuellement, les obligations qu'on a de recevoir chez nous, c'est on va dire des nuisances immatérielles. Enfin, pour nous, de façon sensible, immatérielle. Nous ne pouvons pas voir la radioactivité, nous ne pouvons pas voir les ondes, nous ne pouvons pas voir l'air pollué, etc., etc. Donc, toutes ces questions, où concrètement des objets amènent chez nous la pollution, peut-on les défendre de façon juridique en invoquant le domicile? Bien sûr. Bien sûr. Ce qu'ils font est tout à fait illégal. Alors quand c'est chez vous, vous leur dites, vous ne rentrez pas. Ils t'apprendront un gourdin, n'importe quoi.
Et Pas quand sûr. c'est à l'extérieur, Si on si prend c'est un chez gourdin, vous, on va se vous prendre un coup aussi. Et moi, je crois qu'il s'agit des ondes. Moi, je les ai À menacés. partir du moment où ces ondes pénètrent dans votre cadre, à partir du moment où ces ondes pénètrent dans vos câbles privatifs à l'intérieur du domicile, je ne suis pas juriste, mais il me semble qu'il y a violation de la propriété privée. Voilà. Et voilà, depuis le début, il me semble qu'il y a ce problème-là au niveau des ondes émises par le Linky. Merci. Question suivante. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une annonce. Je voulais vous faire part d'une émission qui a été enregistrée, que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec le professeur Devels de Radio Courtoisie, le Libre Journal des Sciences et des Techniques, et qui sera diffusée normalement le vendredi 4 mai. Je vous invite à vous renseigner en téléphonant à Radio Courtoisie ou en allant sur le site pour demander quand exactement est la diffusion. Normalement, c'est le vendredi 4 mai. Et c'est une émission qui est consacrée au champ électromagnétique, à leur nuisance. La deuxième partie de l'émission traite du Linky, avec notamment la fondatrice de HS France, qui parle très bien et qui évoque tous les aspects du problème Linky. Donc les champs électromagnétiques en première partie d'émission, et en deuxième partie d'émission, le Linky. Donc je vous invite vraiment à écouter cette émission, à en parler autour de vous. De 18h à 21h, normalement le vendredi 4 mai. Et renseignez-vous, faites circuler cette information, s'il vous plaît. Merci. Alors oui, normalement, elle est rediffusée régulièrement. Il y a également possibilité d'aller sur le site. Il y a plusieurs fréquences de Radio Courtoisie en France. Donc, voilà. Et je suis désolée, j'ai peut-être été un peu trop longue. On vous remercie beaucoup. On va avoir une ou deux dernières questions, mais s'il vous plaît, des questions juridiques. Madame et monsieur, des questions vraiment juridiques. Alors, donc, ma question elle va être très simple. Thierry Breton, qui était anciennement ministre, s'est retrouvé en 2006 fabricant du logiciel Linky avec sa société Atos Origine. On fait un parallèle avec les vaccins. La cousin, mon mari, est aussi impliqué dans la fabrication des vaccins. Ma question est très simple. Y a-t-il un article du code pénal, consommation, enfin ce que vous voulez, ce qui est votre spécialité, qui permettrait déjà de contrer toute issue commerciale qui soit issue, par exemple, justement, là, par exemple, pour les Linky, pour les vaccins ou pour toute autre chose. Et il doit bien exister quelque part un article qui leur interdit de pouvoir justement développer un produit comme celui-ci. Voilà. Alors, moi, je me pose la question autrement. Parce que beaucoup de mes confrères, concernant les vaccins, ont assigné sur le produit défectueux. Et moi, je leur répondais, on va traîner 10 ans ou 15 ans là-dessus, parce que ce n'est pas le problème. Mon optique était de dire, on a suffisamment de publications pour savoir que les vaccins sont inefficaces et dangereux. Donc, c'est un empoisonnement collectif intentionnel. Oui. Il fallait arguer là-dessus. Mais mes confrères ne m'ont pas suivi. Et c'est la raison pour laquelle, après 10 ans ou 15 ans de procédure, on est toujours en appel à la Chambre de l'instruction à Paris sur le problème de l'hépatite B. À mon avis, il faut aller au pénal sur l'empoisonnement. Il y a un conflit d'intérêt aussi. Par rapport au Linky, on n'a pas le recul. Alors, par rapport au Linky, on n'a pas encore de recul, c'est vrai, mais on a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont malades après l'installation du Linky, ce qui permet aussi de réagir. Moi, j'ai lancé des actions en référé, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je crois qu'il faudra un jour ou l'autre aller au pénal pour... c'est une forme d'empoisonnement. Quand vous mettez de la radioactivité chez quelqu'un de façon intentionnelle, c'est aussi de l'empoisonnement. Et là, c'est pareil. Il y a conflit d'intérêt. Oui, mais il y a un article qui pourrait coacher ces gens en disant bah voilà, vous êtes au gouvernement, vous ne pouvez pas. Dans le code pénal, il existe. Eh ben alors, on ne utilise pas. Juste un mot en commentaire, on va reprendre. Ah, pardon. Après, ce sera la dernière question. Merci. On reprend derrière. Alors, moi j'ai fait 800 km pour venir vous voir. Et je vais vous présenter cette photo. Première victime de Linky. J'ai été agressé le 24 février. Vous pouvez voir. Par mon voisin qui
anti-Linky, qui est anti-culture biologique, qui est anti-corrida, qui est anti-foie gras. Mais là, malheureusement, c'était Linky. Alors je suis allé voir mon maire, alors j'ai dit moi je porte plainte, d'abord j'ai porté plainte, mais alors vous parlez de nos autorités, mais je suis voisin de Nicolas Hulot, figurez-vous. Et on se tutoie. Et ben je lui ai dit mais qu'est-ce que tu penses de Linky? Pour chez lui ça ne le dérange pas, mais pour le reste de la France, il n'y a pas de problème. Alors c'est pour vous dire, alors si vous voulez convaincre Nicolas Hulot, et tous les autres, parce que, à mon avis, ce sont tous des charlots. Faut lui passer la gueule. Et vous avez du pain sur la planche. Mais si vous pouvez prendre en photo ça, je suis peut-être une des premières victimes de France d'anti-Linky, parce que moi, j'habite sur la route du Mont-Saint-Michel. J'ai aucun problème, je suis surveillé par les renseignements généraux, par les gendarmes. Vous aussi? Non, c'est vrai, je tague la route, je mets des panneaux sur la route, et j'ai pas de problème. Et ce voyou, c'est un voyou, il m'a arraché mes panneaux chez moi, il prend des photos chez moi, et ça arrive chez d'autres il aussi. détruit, il les met à terre. Alors j'ai saisi Ouest France, mais Ouest France est pour Linky. Ah bah oui, on sait. Vraiment, on a le pays malouin qui nous aide un peu, et c'est le pays malouin qui a divulgué cette photo dans tout le département. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, mais c'est pour vous dire qu'on a du pain sur la planche. Ah oui, parce qu'il va falloir y aller. Hein. Sur la planche, Y aller. Un petit détail en 15 secondes. Il y a eu une journée ici consacrée aux ondes électromagnétiques il y a à peu près 2 ans, renseignez-vous, où il y a eu des experts du monde entier, dont une médecin dont je n'ai pas le nom, grande spécialiste des ondes électromagnétiques. Elle est installée à Boulogne-Billancourt. C'est vrai Merci. Et donc tous ces scientifiques, notamment des biochimistes, etc., ont bien expliqué l'action des ondes électromagnétiques au niveau cutané, puisqu'on est porteur de charges électriques, et avec les dépôts calciques intracellulaires, etc., la formation de peroxyde, et puis l'oxydation, le stress oxydatif, etc., avec toutes les conséquences en matière de santé. Donc tout ça, ça existe, ce sont des éléments qu'il faut faire savoir. Alors c'est vrai que les médias, je les appelle les merdias, moi, aujourd'hui. Oui, exactement. Ils ne sont plus des relais de la vérité et de la transparence qui est due à la population. Et il est temps, et on en a eu l'exemple tout à l'heure avec Nicolas Dupont-Aignan, qui se réveille. Parce que l'Assemblée nationale, en matière de vaccins, a totalement été manipulée par des bases de travail et tout. Je les ai en main, je suis en train de dépouiller ceux des députés, mais ceux des sénateurs, c'est flagrant. Des mensonges inouïs et tout, où on a menti, et je l'ai dit à Buzyn, on m'a retiré le micro après, là, il y a eu un salon des pharmaciens, même chose. On m'a empêché de parler, ce qui ne m'a pas empêché de faire un souffle quand même, parce que j'ai une voix qui porte quand même, mais il y a un blocos de l'information, etc., une manipulation des masses qui est inacceptable, et nous ne sommes plus dans une démocratie, Nous sommes en dictature, carrément. Avec notre santé, c'est ça qui est grave. Je ne suis pas présenté, je m'appelle Serge Vader, je suis pharmacien et je suis l'auteur du livre Vaccin, oui ou non, où je vous explique tous les contaminants qu'il y a dans les vaccins et je subis le boycott de tous les médias nationaux, à part Radio Courtoisie, à part Sud Radio ou TV Liberté, dans laquelle je vais faire une émission dans les mois qui viennent. Et sur Internet, j'ai 15 minutes là où incroyablement on arrive à 1 million de vues. Mais il faut réveiller les citoyens parce qu'on est dans un mensonge. Merci Serge. Et on plaît à tous les niveaux. Vous nous donnez l'occasion de faire la transition sur le volet santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le problème du Linky, tout ce que vous voyez à l'écran sera mis en ligne à disposition. Voilà. Il y aura une PowerPoint, il sera peut-être pas en version PowerPoint, il sera peut-être en PDF, parce qu'on ne va pas la version native, on va se la garder, mais ça sera Tout ça en ligne, pardon. Tout ça en ligne. Pardon ? En ligne, mais... On va gérer, on a ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes aujourd'hui, c'est qu'on a une bonne base de données. Je regarde pour nous, c'est pas pour les 10. Je veux dire, pour la transition santé, on s'est aperçu depuis que les rassemblements existent, à chaque fois qu'on a voulu soulever le problème de la santé au niveau des médias, ça a été blackout. On n'en parle pas.
Et récemment, effectivement, la santé a commencé à surgir dans le dossier, dans le sujet. Donc là, ça me donne l'occasion de faire la transition après le volet juridique. Nous allons avoir plusieurs personnes, donc à ma gauche, donc à votre droite à vous, le docteur Jean Marzouk, qui plein de choses à dire intéressantes, vous verrez. Il y a également après Laurent Desplat, qui est un peu plus loin, qui va parler de la partie EHS et de sa vie quotidienne. Je reprendrai un petit peu la parole à partir sur la partie EHS, droit du travail. C'est pas moi qui vais la présenter, mais la personne, mon vice-président est empêché, donc je vais l'assumer. Et vous allez voir aussi Gérard, docteur Gérard Diozet. Il est où Gérard? Gérard, il a disparu. Il va revenir, ok, il dépend, on l'a pas perdu. Et on refera une pause juste après, vers 16h25, après le côté santé, parce que on a voulu faire deux pauses. Hein. Il y a après une troisième pause derrière. C'était la pause juridique, c'est important, et la pause santé, c'est important aussi pour vous laisser la main. Donc je passe la parole au docteur Jean Marzouk, à toi Jean. Merci. Je voudrais d'abord faire une petite annonce aussi. Sur France 5, le 26 février, à 11h45, il y a une émission sur les EHS. 26 février. Voilà. Pas fait. Il y a eu Ah, il y a eu. Pardon. Avril. 26 avril. Avril, voilà. Pardon. Et à quelle heure? Le 26 avril, jeudi 26 avril, à midi moins quart, sur France 5. Bah, 11h45. Alors, les blocages institutionnels. Les institutions étatiques ou semi-étatiques, censées protéger le citoyen, ne remplissent pas leur mission. En préambule, il faut dire qu'on ne peut pas dissocier la question du Linky des problèmes liés aux ondes électromagnétiques pour deux raisons. Le système Linky s'accompagne d'un brouillard d'ondes électromagnétiques puisque le système fonctionne avec des antennes relais. On parle de plusieurs centaines de milliers d'antennes relais supplémentaires, ce qui aggrave le brouillard d'ondes général. Et d'autre part, parce qu'il y a intrusion à l'intérieur de nos domiciles de radiofréquences. Voilà. Donc, le Linky et les ondes, c'est le même problème. Alors, institutions. Je vais commencer par l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire. Alors, il y a 15 jours, en première page dans le journal Le Monde, on parlait donc, l'ANSES reconnaît enfin les souffrances des personnes électrosensibles, mais, toujours le même problème, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'absence de causalité. Premièrement, alors ça c'est dans le titre, et deuxièmement, à l'intérieur, alors absence de causalité parce qu'on ne connaît pas de marqueurs biologiques spécifiques. Absence de causalité. Alors, si vous mettez une pommade anti-allergique sur une irritation et que l'irritation guérit, c'est bien qu'il y a une causalité. On n'a pas besoin de marqueurs physiologiques. Si sur une plaque de la peau, vous mettez une pommade antifongique et que la plaque guérit, c'est bien que ce sont des champignons qui sont à l'origine. On n'a pas besoin de marqueurs physiologiques. Idem pour les électrosensibles, étant donné que ces gens-là, avec l'évitement des ondes, vont mieux, leur état de santé qui s'améliore, c'est bien la causalité, c'est bien la preuve que ce sont les ondes qui sont responsables. On n'a pas besoin de marqueurs physiologiques pour prouver ça. On n'est pas obligé de comprendre pour constater. Un empirisme sommaire et modeste a déjà répondu. Voilà. Donc, d'autre part, l'ANSES qui niait la nocivité des ondes jusqu'ici, jusqu'à leur rapport d'il y a 15 jours, alors qu'il y a des publications depuis 1959 avec les publications sur les radaristes russes. 1991, on le trouve, je l'ai ici sur Internet, un rapport du professeur Miro
chef de service à Nîmes, un rapport est tapé à la machine, donc ça n'est pas récent, qui rapporte une 50aine d'articles contre les effets nocifs des ondes électromagnétiques. Alors il suffit d'aller sur Internet. Alors l'ANSES n'avait pas de résultats sur les effets délétères des ondes électromagnétiques. Or, il suffit d'aller sur Internet pour les avoir. Ensuite, dans le même article, l'ANSES préconise la formation des médecins là-dessus. Or, les malades qui ont su se protéger n'ont pas eu besoin de formation. Ils ont juste besoin d'information. Information sur l'évitement, voilà. Évitement et puis relargage des métaux lourds. Relargage des métaux lourds. Tout est sur Internet, on le trouve. Or, ces gens-là, de l'ANSES, c'est-à-dire ces personnes payées par nous pour faire ce travail de sécurité sanitaire, Conflit d'intérêts. oui, ne font rien. C'est-à-dire que, bon, il y a la corruption, effectivement, la corruption politique par les lobbies, qui est suivie immanquablement de la corruption scientifique. Voilà, tout est lié. Voilà. Monsieur Dupont-Aignan l'a dit, c'est très clair. Alors, de là, je passe à une deuxième institution étatique ou semi-étatique, l'Ordre des médecins. Ah bah là. Alors, l'Ordre des médecins, moi j'ai été concerné par ce problème des ondes électromagnétiques en accompagnant pendant plusieurs mois un proche qui était malade des ondes dans son errance médicale, avec tous les examens inutiles et parfois nocifs subis, par l'ignorance des quantités de chefs de service agrégés qui demandaient une quantité d'examens inutiles, et qui, le jour où on a compris que les ondes étaient responsables, mais de façon tout à fait par hasard, enfin c'est inutile de rentrer dans les détails, donc j'ai écrit à l'ordre. L'ordre des médecins, la mission de l'ordre des médecins en principe, c'est de vérifier la compétence des médecins, c'est de vérifier au bon usage des deniers de la sécurité sociale, c'est d'alarmer et de prévenir en cas de... Et puis d'autre part, l'ordre des médecins publie un bulletin bimensuel. Donc j'ai écrit en 2015 à l'ordre des médecins, qui m'a répondu bien sûr qu'il y avait une polémique là-dessus pour l'instant. Alors j'ai répondu également, communiquer sur cette polémique, mais informer les médecins. Silence radio. Et donc, après la publication par l'ANVAR, j'ai pensé, donc 15 jours après, donc il y a 3-4 jours, j'ai reçu ce bulletin bimensuel de l'ordre des médecins. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être maintenant, enfin, un petit passage sur les ondes pour informer tous ces médecins ignorants de cette nocivité, la réalité de cette maladie. Alors, rien. Par contre, dans l'éditorial du président de l'Ordre des médecins, nous voulons un système aujourd'hui tourné vers la prévention. La prévention des ondes, on ne connaît pas. Et puis il cite le passage dans un hôpital du Premier ministre et du ministre de la Santé, qui demande une médecine aujourd'hui tournée non plus seulement vers les soins, mais vers la santé globale. Mais rien toujours sur les maladies environnementales et sur les ondes. Donc, voilà pour l'ANSES, l'Ordre des médecins. Troisièmement, la CNIL, n'en parlons pas, tout a été dit là-dessus, ils souscrivent à tout ce qui a déjà été dit, donc l'inutilité de cet organisme payé par nous et qui ne fait pas son boulot, tout simplement. Alors, ensuite,
dernière institution, EDF, Enedis et Linky. Là, je crois que déjà, beaucoup de choses ont été dites là-dessus. EDF, Enedis, c'est plus qu'une institution, c'est plus qu'un lobby, c'est un pouvoir politique, puisqu'ils ont des députés et des sénateurs directement, qui font partie des cadres d'EDF, qui sont directement à leur service, donc c'est un pouvoir politique. On l'a vérifié lorsque le sénateur Brod, qui était le rapporteur de la loi, a été nommé quelques jours après président de la RTE. Même les politiques étaient un peu outrés parce que c'était un peu burlesque, un petit peu excessif, comme ils auraient pu attendre quelques mois, voilà, simplement. Donc, en conclusion, prenez-vous en main. N'attendez rien des autres. Oui, on a compris. Hein. Coupez la Wi-Fi chez vous. Disjonctez vos chambres, là où vous dormez. Vous dormirez d'un sommeil plus profond. Ayez un système filaire pour vos ordinateurs et pour vos téléphones, par ADSL. Supprimez tout ce qui est connecté. On est dans une civilisation du tout connecté. C'est une exigence politique. Il suffit d'écouter BFM Business toute la journée. Ils parlent que de la connexion. Même les vaches sont connectées. C'était au dernier salon d'agriculture. Prenez-vous en main, personne ne la fera pour vous. Et verrouillez vos placards électriques ou ne laissez pas changer vos compteurs Linky. Merci. La formation, elle passe mal aussi. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il a fait plus général, moi je l'ai vu plus offensif, mais il était plus soft. On était en petit comité. Il a été très indulgent. Il a fait preuve. Il n'a pas voulu évoquer la bienveillante neutralité du Conseil de l'Ordre. C'est sous ma responsabilité que je tiens ces propos et non pas sous la sienne. Voilà. Je répète, la bienveillante neutralité du Conseil de l'Ordre. J'ai la réponse, voilà. C'est ma lettre. Effectivement, je l'ai vu. Il n'a pas dit que je l'ai vu. Très bien. Si vous voulez, on va passer la parole maintenant à quelqu'un d'autre aussi pour rester dans le domaine médical. Donc à ma gauche ici, j'ai le docteur Gérard Diezed qui va vous parler, donc pareil, il vient de loin, hein, comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, Maître Joseph vient de Grenoble, spécialement pour aujourd'hui. Gérard vient de Toulouse, mais bon, on fera le tour de la province tout à l'heure, parce que je sais que beaucoup de personnes de province, et ça me tient à cœur quand même de les mettre à l'honneur. Bon, Gérard, c'est à toi. Ça marche pas, ça. Alors comment je vais appuyer le bouton? Donc bonjour à tous. Ça marche là, vous m'entendez bien? Oui. Je ne parle pas très fort. Bon. Voilà. Je suis le docteur Gérard Diezed. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je m'occupe de patients qui ont des problèmes qui sont en relation avec l'environnement en général, et plus particulièrement avec l'environnement électromagnétique. Quand on parle d'environnement, on parle toujours au sens large. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est que notre plus proche environnement, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est-à-dire, quand je parle de nous-mêmes, c'est ce que nous avons sur nous, c'est des bijoux, des stérilés, surtout quand on est électrosensible, c'est la teinture des cheveux, quand on est chinosensible, etc., etc. Et ça, on l'oublie complètement. Pour faire passer ce genre de message, j'ai écrit plusieurs livres. Le premier, c'était il y a 4 ou 5 ans. Il s'appelait « Libérez-vous de ces matières parasites ». J'ai oublié de parler des lunettes aussi. Les verres des lunettes, c'est quelque chose d'incroyable, les verres de lunettes. Hein, le mal que ça peut faire. Le matériau, le signal électromagnétique des verres de lunettes. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelait « Libérez-vous de ces matières parasites ». Par la suite, j'ai écrit il y a 2-3 ans un bouquin qui s'appelle « Les maladies des ondes, comment s'en préserver ». C'est un livre qui est préfacé par le professeur Dominique Bellepomme et qui est postfacé par le professeur Henri Joyeux. Autrement dit, je suis quand même bien accompagné, bien bordé. Voilà. J'ai participé également au film documentaire Les Sacrifiés des ondes, du réalisateur Jean-Louis Billien, qui m'a permis de connaître le professeur Montagnier.
et où a fait participer aussi le professeur Ben Pomme et d'autres têtes de gondole, comme on dit, de la médecine officielle. Et mon prochain livre sort, tout à fait par hasard, c'est pas voulu, mais sort demain ou après-demain, et il s'appelle « Et si ça venait des dents ?» Donc vous avez compris, je suis chirurgien dentiste, et on pourrait s'étonner que je sois un chirurgien dentiste qui vienne vous parler d'électrosensibilité, qui participe à un colloque comme celui d'aujourd'hui. Au départ, j'avais l'intention de parler des compteurs communicants. Et puis, le président, Patrick Bollard, m'a dit non, il faut parler, il vaut mieux parler de ce que tu fais, c'est-à-dire des matériaux en bouche. Voilà. Et donc, en tant que chirurgien dentiste, je vais vous parler un peu de ce que je pense de cette problématique des matériaux en bouche. D'abord, je vais vous parler de l'amalgame. On a l'habitude, toujours, quand on parle des dentistes, on croit que tous les dentistes, et que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pose dans la bouche, on croit toujours que c'est des amalgames. Voilà. Et le public ne sait pas du tout ce qu'est un amalgame. J'ai des patients, des fois, qui arrivent et qui me disent qu'ils viennent de très loin, qui viennent de toute la France, et qui me disent « je viens parce que j'ai des amalgames ». Et quand ils arrivent à mon cabinet, qu'est-ce que je vois? C'est qu'ils n'ont pas d'amalgame. Mais si, j'ai des amalgames blancs. Mais ça n'existe pas, les amalgames blancs. Voilà, il y a une sorte d'inculture générale, même de la part des médecins, sur ce qui se passe dans la bouche. Je vous fais remarquer que jamais un médecin ne vous fera ouvrir la bouche. Il va vous regarder tous les trous, mais jamais il va vous regarder la bouche. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. C'est-à-dire que pour un médecin, le dentiste, c'est un mécanicien. Il plante des clous, il pose des chevilles, etc. Et tout. Et c'est un technicien, mais il ne doit pas s'occuper de la santé. Voilà. Bien, croyez-moi, c'est une grave erreur. Pour revenir donc à cette problématique, l'amalgame, c'est quelque chose qui est noir, qui sert à boucher les trous dans les dents, c'est très très mieux, et c'est quelque chose de catastrophique. Catastrophique. Alors, non pas tellement à cause de la présence du mercure, comme on le croit souvent, parce qu'un amalgame contient 50% de mercure, mais surtout à cause de son effet électromagnétique. L'effet électromagnétique d'amalgame est catastrophique, c'est-à-dire quand le professeur Ben Pomme parle d'effet d'antenne, oui, dans ce cas, il a raison, les amalgames ont un effet d'antenne catastrophique. Alors après, à part l'amalgame, il y a aussi des céramiques, par exemple ce qu'on appelle des céramo-métalliques. Voilà. Mais une céramo-métallique, vous avez une coque métal qui est émaillée par de la céramique. Et donc, quand il s'agit de certains métaux, l'effet aussi peut être catastrophique. Mais par rapport à l'amalgame, on a une chance de s'en sortir. Avec l'amalgame, on ne s'en sort jamais. L'amalgame, ça ne va à personne. Ce qu'il faut considérer aussi, il ne faut pas confondre l'amalgame avec des couronnes métalliques. Il y a des personnes qui ont des couronnes métalliques, et certaines personnes les supportent, et d'autres ne les supportent pas. Il faut aussi comprendre que électrosensibilité ou chimiosensibilité, c'est la même chose. C'est les travaux du Ben Pomme, et là, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que électrosensibilité et chimiosensibilité, c'est le même combat. Ce sont les mêmes symptômes. Les électrosensibles sont souvent chimiosensibles, et les chimiosensibles sont souvent électrosensibles. Voilà. Donc, en fait, tous les matériaux qu'on a dans la bouche peuvent être toxiques pour la santé. Voilà. Même les matériaux qui sont très à la mode aujourd'hui, et ça j'en parle toujours, c'est le zirconium, l'oxyde de zirconium, qui est devenu une sorte de dogme dans le monde dentaire, parce que c'est une matière qui a beaucoup de qualité, mais cette matière, elle est souvent aussi catastrophique. Alors vous allez me dire, mais quelle est la solution? Quelles sont les solutions pour être sûr de ne pas avoir de problème à ce niveau-là? Avant de vous dire ça, il faut que vous sachiez quand même que je suis un dentiste posturologue, ce qu'on appelle un posturodentiste. Ma spécialité, c'est les tensions musculaires, sur un système qu'on appelle souvent le système tonique réflexe. Et toutes les personnes, par exemple, qui ont des problèmes cervicaux, qui ont mal au dos, qui ont des palpitations, des sensations d'oppression, des acouphènes, mauvais sommeil, fatigue chronique, toutes les personnes qui sont fibromyalgiques, croyez-moi ces paroles, toutes, il y a toujours une implication de ce qui se passe dans la bouche. Toujours, toujours. C'est un peu mon fonds de commerce, la fibromyalgie, je vois des patients qui viennent de toute l'Europe, tous les fibromyalgiques présentent des problèmes d'intolérance électromagnétique ou chimique à ce qu'elles ont dans la bouche. C'est la grande clé de la fibromyalgie,
C'est pour ça que pour la médecine officielle, il s'agit d'une maladie idiopathique, c'est-à-dire sans cause connue, parce que comme l'électrosensibilité, tout cela, ça n'existe pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc vous allez me dire, mais alors quelles sont les solutions? J'ai peu de temps, donc je suis obligé d'aller vite. Quelles sont les solutions? Eh bien, la seule solution, c'est de tester. Voilà. On doit tester, tout dentiste devrait tester la compatibilité électromagnétique des matériaux qui posent, quand je dis électromagnétique, ça veut dire aussi électrochimique, la compatibilité des matériaux qui posent dans la bouche de ces patients. Voilà. Sans cela, il n'y a pas de règle. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il s'agit de susceptibilité individuelle. C'est-à-dire que vous avez, madame, vous n'allez pas supporter certains matériaux, mais votre voisine va les supporter. C'est un peu comme l'allergie, même si phytopathologiquement, il ne s'agit pas de la même chose. Vous avez des personnes qui sont allergiques au poil de lapin, d'autres qui sont allergiques au poil de chat. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des susceptibilités individuelles, parce que, comme pour l'allergie, il y a des personnes qui vont être allergiques au poil de lapin, et qui vont éternuer 3 fois, et puis vous avez des personnes qui sont allergiques au poil de lapin, et qui vont faire un œdème de Queen, et qui vont en mourir. Voilà. Et c'est la même chose avec ce qu'on a dans la bouche. Il y a des gens qui supportent à peu près tout ça, voilà, ça va, ça vient, et en plus ils ne font jamais la relation avec leurs problèmes de santé. Et puis il y a des patients qui, eux, s'en aperçoivent tout de suite, on leur pose un truc, dès le lendemain, ils commencent à se sentir mal, etc. Voilà. Donc, il n'y a qu'en testant la compatibilité électromagnétique des matériaux qu'on pose dans la bouche qu'on peut être sûr de ne pas se tromper. Alors on peut le tester donc avec des tests, on fait des tests d'amplitude des mouvements articulaires, c'est très très spectaculaire, avec quelque chose à marcher sur la tête, voilà. Mais il y a aussi probablement d'autres manières, je pense par exemple à des tests comme le test Mélissa, hein, qui est un test lymphocytaire et tout. Il y a aujourd'hui des techniques différentes des nerfs et qui permettent de comprendre la compatibilité électromagnétique. Ce qu'il faut que vous sachiez, j'étais ici à l'Assemblée nationale il y a 2 ans au colloque, c'était le 11 février, je me souviens qu'avait organisé le professeur Belpomme avec des médecins, etc. Et tout. Le mot dent n'a pas été présenté, on n'a jamais parlé des dents. Les seuls qui en ont parlé, à un moment donné, c'était des personnes qui étaient dans la salle quand elles ont pris la parole, qui sont levées, qui ont dit « Je suis devenu électrosensible le jour où on m'a posé des implants. L'autre, le jour où on posait des amalgames. » C'est-à-dire qu'en fait, les dentistes ne sont pas coupables, mais les dentistes sont responsables pour une grande partie de l'électrosensibilité d'un grand nombre de personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Gérard. C'est un petit sujet également qui est abordé. Bon, on est toujours dans l'INKI, hein, dans une transition qui sera dans les félaisons. On va faire une petite pause, on a 3 minutes d'avance, voilà. Une petite pause de 20 minutes jusqu'à 16h45, et là on va passer sur la technique. Donc videz-vous le cerveau, parce que là il y a à ma droite Michel de Québec, pardon, et puis moi-même, on va vous parler de la technique, on va faire light hein, quand même. Donc voilà, les micros sont ouverts pour des questions donc, sur la partie plutôt santé. Baladeur. Les micros sont là. On passe après. Alors, je vais commencer par une question. Docteur Marzouk, tout à l'heure, vous parliez effectivement des liens de causalité. Que pensez-vous peut-être d'effectuer une analyse de sang pour les patients qui sont électrosensibles? Je pensais par exemple à la mesure du stress oxydatif, tout simplement, à une CRP ultrasensible, et voir éventuellement une analyse des brins d'ADN, puisqu'on sait qu'à partir du moment où il y a un stress oxydatif, les télomères sont raccourcis et le temps de réparation de cet ADN est allongé. Voilà, donc ça c'était déjà une première question. Il y a aussi une étude qui avait été faite aux États-Unis en 2008 qui montrait que, je crois que c'est dans un établissement scolaire, qu'il y avait donc des professeurs qui étaient exposés aux ondes électromagnétiques, notamment à des compteurs qui étaient communicants, et qui avait montré qu'il y avait en un an, je crois, plus de 21% de cancer sur la population des enseignants. On n'avait même pas étudié les étudiants, juste les enseignants. Donc peut-être que ça pourrait être des idées d'études
à concevoir pour le futur. Voilà, donc je vous rappelle, ma première question, c'était sur les analyses de sang liées au stress oxydatif qui prouveraient, par exemple, déjà au corps médical que la personne a bien subi un stress, ou subi un stress par rapport à ses ongles. Voilà. Et la deuxième, de mise en place éventuellement d'une étude. Donc ce sont des hypothèses. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Moi, je ne pense pas être suffisamment compétent pour vous répondre là-dessus. Si, avec l'analyse d'ADN, on pouvait répondre sur la causalité de l'électro-hypersensibilité, on le saurait déjà, ce serait déjà établi partout, n'est-ce pas? Puisqu'il y a beaucoup de laboratoires qui sont en recherche. Et puis le problème de la recherche, c'est que dès que quelque chose est prouvé, il y a la fabrique du doute. Et il y a d'autres recherches, d'autres études qui sortent et qui démentent ce qui a été prouvé. Donc, je ne suis pas donc apte à vous répondre sur le côté scientifique. La deuxième question, c'était quoi? C'était une étude qui avait été faite aux États-Unis qui montrait qu'il y avait... 21%, ça me paraît beaucoup. Non, c'est bien ça. C'est énorme. C'est 21%. Oui, c'était une étude qui a été faite par Milan et Morgan, qui sont deux chercheurs. Elle a été publiée en août 2008 dans l'American Journal of Industrial Medicine. Et elle montre qu'une évidente augmentation du nombre de cancers chez les enseignants. 137 enseignants recrutés de 1998 à 2005. Donc très court. Donc 137 enseignants recrutés entre 1988 et 2005 et 16 ont été atteints par un ou plusieurs cancers. Le risque de pathologie cancéreuse était augmenté de 21% suite à une seule année de présence. Je rappelle l'étude, deux chercheurs, Milan et Morgan, qui sont deux Américains, et qui a été publiée en août 2008. Là, ça fait 7%. 16 sur 137, ça fait 7%. Ça fait pas 21%. Le risque de pathologie. Le risque de pathologie cancéreuse. 16, vous avez dit 16 sur 137. C'est ça les chiffres en fait. C'est une surmortalité de 20%. Oui, en fait, c'est les probabilités que vous énoncez, donc de surmortalité, on ne peut pas confondre avec... Mais ce qui est énorme, effectivement, c'est que sur la population d'enseignants qui a été soumise en fait, à de l'électricité polluée, c'est pour ça que cette étude est très relevante, elle est très pertinente, pardon, c'est qu'effectivement, c'est une des seules études scientifiques qu'on trouve sur l'électricité polluée. Il y en a quelques-unes. Il est très difficile de trouver de la documentation là-dessus parce qu'en général, la pollution enfin les impacts sanitaires dus aux ondes électromagnétiques, elle concerne surtout les études sur le Wi-Fi, sur le DECT, sur les stations bases de téléphonie mobile, etc. Sur l'électricité polluée, on a relativement peu d'études et effectivement le pouvoir public en joue pour continuer à rester dans le doute et laisser se déployer donc, la technologie. Mais cette étude qui date de 2008, elle produit, en fait, on voit donc les courants transitoires qui étaient présents dans les câbles électriques des différentes chambres, des différentes pièces de l'université. Et c'est tout à fait comparable aux signaux que nous observons, puisque je ne me suis pas présenté, mais je fais partie de Fréquence Santé, et donc j'ai réalisé des mesures chez les habitants pour essayer de caractériser un peu les signaux qu'on pouvait voir dans les habitations de manière réelle, et non pas de manière théorique dans des laboratoires, de ce que pouvait provoquer le déploiement du réseau de la technologie Linky avec le courant porteur en ligne. On y voit effectivement les fréquences additionnelles sur le courant 50 Hz, et c'est tout à fait comparable au schéma et au diagramme qui ont été produits dans l'étude qui est citée par Madame,